Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des milliers de femmes et d'enfants sont déplacés suite à la violence des gangs selon l'UNICEF. Ces gens ont fui leur foyer en seulement 2 semaines. La rareté de carburant persiste. De longues files sont remarquées dans les rares stations-service qui approvisionnent les clients. Des gens profitent souvent de cette rareté car le gallon de gasoline se vend à quelques endroits sur les trottoirs jusqu'à 500 gouttes. La vie suit son cours normal dans les marchés publics malgré la flambée de coronavirus observée ces derniers jours dans le pays. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans ces centres commerciaux. Depuis début juin, des affrontements entre gangs rivaux dans les zones de Martissan, Fontamara et Delma ont causé l'incendie ou la destruction de centaines de maisons et forcé près de 8500 femmes et enfants à fuir leur foyer en seulement 2 semaines. C'est ce qu'a fait savoir l'UNICEF. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous en visioconférence Monsieur Bruno Mas, représentant de l'UNICEF en Haïti. Bonsoir, Monsieur Mas. Bonsoir à vous. Bien, alors, Monsieur Mas, c'est vous, l'UNICEF, qui avez apporté ces précisions. On n'en a pas parlé côté gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation dramatique? Écoutez, si cela fait maintenant plusieurs mois que la violence sévit dans certains quartiers de Port-au-Prince et plus particulièrement de sa zone métropolitaine, il faut reconnaître, comme vous venez de le rappeler, que depuis le début du mois de juin, on a une réelle recrudescence de cette violence qui affecte la population et plus spécifiquement les femmes et enfants. À l'heure où je vous parle, en ce jour, nous avons près de 17 500 déplacés qui ont été identifiés sur un certain nombre de sites comme Fontamara, le centre sportif de Carrefour, mais aussi Bas-Delmas, particulièrement Delmas 8, 6, 4 et 2. Ça, c'est un nombre qui est mis à jour aujourd'hui avec toute la population dûment identifiée sur site. Alors effectivement, on a remarqué qu'en quelques jours, on a eu une augmentation extrêmement importante due à la violence de ces combats entre gangs rivaux. Alors, c'est énormément de désolation. On a des milliers d'enfants qui ont dû se déplacer, parfois en quelques secondes, quelques minutes, fuir leur maison incendiée ou encore détruite, et qui se retrouvent déplacés, qui vivent dans la peur, l'anxiété et traumatisés. Ils ont perdu cet accès aux soins de santé, ils ont perdu l'accès aux écoles, à l'éducation, ils se sont vus interrompre subitement leur scolarité et sont devenus beaucoup plus vulnérables et exposés aussi à une violence ou abus sexuels dans certains cas. Les sites sont, si je me réfère maintenant au site, au centre sportif de Carrefour, nous sommes engagés tous les jours avec le maire de la commune de Carrefour, avec les représentants de la Direction générale de la protection civile. Nous traitons directement avec eux pour coordonner l'assistance qui est en par plusieurs acteurs, dont l'UNICEF, et nous avons essayé de parer aux besoins les plus urgents en termes de biens de première nécessité, de matelas, de couverture, de kits d'hygiène, mais surtout d'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement et à des toilettes qui posent le problème dans des endroits où les gens se retrouvent compactés, je dirais. Alors, il y a un accès important également
à la nourriture. La mairie de Carrefour fournit 2 repas par jour depuis plusieurs jours sur le site du centre sportif. Bon, cette aide est également une assistance médicale a également été fournie grâce au maire de la commune de Carrefour et le ministère de la Santé, qui a permis à tous ces agents de développer des cliniques mobiles avec l'appui de l'UNICEF et qui permettent aux jeunes enfants et aux mamans de disposer de consultations et d'appui en termes de soins curatifs pour le moment. Tout cela est insuffisant. Nous avons d'autres sites actuellement à Badelma 8, 6, 4 et 2, où on a eu une mise à jour en termes d'identification des personnes déplacées, et malheureusement nous sommes au chiffre, nous avons atteint le chiffre de 7000 personnes, particulièrement à Delma 8, 6, 4, 2, qui se retrouvent déplacées. Et je cite particulièrement le site du village de la BNC et le collège armé du Salut, sans oublier le site de l'école communautaire Kaimirta, Comiquette, et le site du centre sportif de Delmas 4. La situation est très difficile. On reçoit des appels à l'aide tous les jours et nous allons pouvoir réagir et appuyer les organisations locales. Je parle de l'organisation des Chœurs pour le changement des enfants 10 minutes d'Haïti, mais également avec l'aide de la Croix-Rouge. Alors, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous en appelons aux groupes armés pour pouvoir faciliter l'accès aux acteurs humanitaires à toutes les populations affectées par ces violences. Il y a un réel problème d'accès humanitaire depuis plusieurs jours maintenant à un certain nombre de ces déplacés au vu de la violence qui sévit dans certains quartiers. Les chiffres que je vous ai avancés, c'est la pointe de l'iceberg. Nous avons plusieurs milliers d'autres personnes, femmes et enfants, qui ont trouvé refuge dans leur famille élargie auprès de voisins, d'amis ou encore qui se sont déplacés beaucoup plus loin, à Gressier, à Léogane ou encore à Jacmel ou les Cailles. Donc, nous avons plusieurs milliers de personnes en dehors de celles qui ont été dûment identifiées, qui ont trouvé refuge dans d'autres communes et je dirais d'autres départements. La situation est inquiétante. Nous ne voyons pas de tendance à la baisse et au contraire, cette recrudescence de la violence et des combats font que de plus en plus de personnes doivent se réfugier ailleurs. Nous pensons également actuellement avec d'autres agences des Nations Unies et d'autres partenaires d'essayer de renforcer des structures de santé pour pouvoir fournir plus de services en termes de nutrition et de santé dans des zones qui se retrouvent affectées par cette violence, où les populations n'ont pas réussi à fuir ou ont pu rester, et dans les zones où se retrouvent des personnes déplacées, y compris les femmes et les enfants, à accroître l'assistance médicale et nutritionnelle aussi pour ces enfants qui en ont bien besoin. Oui, d'ailleurs, le maire de Carrefour avait lancé un cri d'alarme il y a quelques jours de cela en disant que ses ressources financières étaient épuisées et qu'il n'arrivait plus à assurer l'alimentation de tous ces enfants qui occupaient en particulier le centre sportif de Carrefour. J'ai compris, d'après tout ce que vous avez dit, que vous travaillez main dans la main, vous, l'UNICEF, la Croix-Rouge et les instances gouvernementales. Vous avez parlé de difficultés de vous déplacer, de difficultés d'aller. J'imagine en effet que vous devez aussi être la cible, sinon directe, mais du moins indirecte, de ces gangs. Comment, concrètement, quotidiennement, comment arrivez-vous à traverser ces zones sans vous faire tirer dessus ? Écoutez, vous l'avez dit, l'insécurité qui règne actuellement
et cette violence en cours suite au combat ne nous permet pas d'accéder facilement ou du tout aux populations qui sont affectées. Alors, heureusement, nous avons des collègues, du personnel qui est basé au CAI, par exemple, et qui a pu se déplacer sur Gressier pour pouvoir accéder aux zones où se retrouvent des déplacés dans la commune de Carrefour. Nous avons également pu utiliser l'hélicoptère du Programme alimentaire mondial qui a pu faire des rotations depuis plusieurs jours pour transporter tantôt des collègues, tantôt des partenaires d'organisations non gouvernementales et surtout d'organisations locales, et encore des biens de première nécessité, médicaments, intrants nutritionnels. Donc, nous examinons aussi et nous utilisons d'autres routes qui permettent de contourner les zones où la violence règne. On a réellement un problème d'accès humanitaire, de restriction, et nous devons nous adapter à cette situation pour le moment qui n'est pas du tout satisfaisante en termes d'accès humanitaire. Monsieur Mas, voulez-vous profiter de ce que vous êtes à l'antenne pour lancer un appel, dire de quoi vous avez besoin, ce que vous souhaitez et quelle aide particulière vous aimeriez recevoir? Voilà, nous travaillons d'arrache-pied au sein du système des Nations Unies pour renforcer ce plan de réponse et estimation des besoins qui change chaque jour, comme je vous l'ai dit. Et nous en appelons à tous les amis d'Haïti, tous les bailleurs de fonds, pour pouvoir répondre aux urgences des déplacements de population actuellement sur la ville de Port-au-Prince et plus particulièrement les zones métropolitaines. Nous avons besoin d'appui financier dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des biens de première nécessité pour permettre aux personnes déplacées, aux enfants de se loger avec beaucoup plus de dignité qu'actuellement. Nous en appelons à une assistance médicale, un appui pour l'assistance médicale et nutritionnelle d'urgence, et nous en appelons aussi à une assistance qui permettra au ministère de l'Éducation nationale et aux différentes écoles de reprendre la scolarité des enfants dès que possible. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu passer leurs examens, beaucoup d'enfants se sont vus interrompre, des milliers d'enfants, leur scolarité, et nous devons d'ores et déjà penser aujourd'hui à pouvoir les assister pendant les mois de juillet et août en termes de récupération et de cours de rattrapage, ce que nous faisons déjà pour les enfants de Bel-Air et de la vallée Bourdon, qui avaient été déplacés de Tabaré et Issa il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, mais préparer, je dirais, une rentrée scolaire dans des conditions peut-être qui resteront difficiles, mais nous devons d'appuyer ces enfants et ces familles pour un semblant, un retour à la normale, même si les conditions ne sont pas tout à fait favorables. Donc nous en appelons à l'appui des bailleurs de fonds pour pouvoir adresser une situation extraordinaire et qui se dégrade de jour en jour et dont l'ampleur est beaucoup plus importante que nous avions pensé il y a quelques jours. Il y a réellement une urgence aujourd'hui. Merci infiniment et bonne fin de journée et surtout bon courage. Le Fonds des Nations Unies vous remercie de toute l'attention et l'appui. Merci. L'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays est commanditée par des politiciens véreux qui utilisent la violence comme arme de combat. Une dénonciation du réseau national Tête Calée, cette structure proche du pouvoir en place, met en cause l'opposition et une frange du secteur privé des affaires. Ce type de nèg sa yo qui était assassiné des Salines, c'est même petit groupe nèg sa yo, même esprit ça qui animé petit groupe nèg sa que nous gagnons en Haïti jodi an là, qui utiliser l'argent que yo gagne dans yo, que yo fait dans mauvaises conditions, dans le temps yo te compte utiliser l'argent ça pour servir avec l'armée, pour l'armée faire job sale là pour yo. Jodi yo pas qu'à utiliser l'armée, yo utiliser politiciens vicieux, politiciens traditionnels ça yo quand on regarde là qui dans opposition, c'est yo même yo utiliser jodi
pour que yo ka rendre pays a une entité ingouvernable, pour que yo capable accaparer pouvoir pendant que le peuple se meurt, pendant que moun nan quartier populaire yo a courir quitter kayo sans pas contre côté yo pour aller. Peuple haïtien l'ouvrir genou pour nous comprendre qui est qui véritable ennemi nous. Pourtant nous avons un système démocratique, monsieur on va respecter principe démocratique là qui dit seul côté pour peuple à transmettre au pouvoir, c'est à travers les élections. N'a fait face peuple haïtien à une insécurité politico-criminelle. Gagné 95% dans l'insécurité ça que nous vivons là peuple haïtien qui politique parce que nèg ici utiliser violence comme instrument de combat politique pour prendre pouvoir dans deux démocratie, dans deux constitution. De vous parler de urne, de vous parler de élection, toute plume sous dos nèg opposition levé campé. Parce que yo pas vle tande parler de élection. Mais pour qui ça, monsieur opposition pas d'accord pour peuple à l'exprimer yo? Pour qui ça, yo préféré assassiner peuple dans le quartier populaire yo pour que peuple a pas à l'exprimer yo? Alors que nous dit nous c'est démocrate. Pays d'Haïti, c'est un espace physique que papa nation accepte mourir pour le quitter pour nous comme héritage. Si vous continuez sous voie ça, à utiliser violence comme instrument de combat politique, c'est pas où le peuple a le pouvoir. Parce que le peuple n'a pas d'accord, on va pas assassiner le quartier populaire. Moi, je demande monsieur opposition ressaisi. Il est encore temps d'accepter chita parler, accepter dialoguer pour nous sauver Haïti, pays nous. Les galons jaunes sont de retour. Le pétrolier transportant une cargaison suffisante pour approvisionner le pays pour 2 semaines a 4 jours de retard, avait révélé Renan Paul, responsable de plusieurs pompes à essence. Certaines stations-service disposent seulement de diesel, c'est le constat à Delmas, Pétionville ou au centre-ville. D'un autre côté, le commerce informel est déjà florissant. Rodolphe Pierre-Louis a sillonné plusieurs zones de la capitale. Suivez son reportage. La situation de Martissan a-t-elle un quelconque rapport avec la rareté de gasoline qui se fait sentir dans la capitale? S'agit-il uniquement d'un retard de la cargaison? Dans les 2 cas, les autorités sont muettes et cette réalité commence à perturber le cours normal de la vie nationale. Sachant que le carburant est un produit transversal, les automobilistes, les responsables d'institutions et d'entreprises s'inquiètent déjà. Sur l'autoroute de Delmas jusqu'au niveau de 48, aucune file d'attente n'est constatée. Les pompes à essence visitées n'ont pas de gasoline. Les pompistes distribuent uniquement du diesel ou du kérosène. Cela fait plusieurs jours qu'il n'y a plus d'essence, indique l'un d'entre eux pour expliquer l'absence d'affluence. Quelques stations de service attendent encore d'être livrées. À Delmas 75 notamment, le tableau attire l'attention. Des véhicules privés, des tap-tap, font la queue pour pouvoir s'approvisionner. Un camion est remarqué sur place, ce qui attise la curiosité de plus d'un. Des conducteurs qui passent veulent tous avoir en même temps leur part du gâteau, ce qui génère un attroupement susceptible de créer un embouteillage dans les rues. Ils sont là à attendre sans même être certains qu'ils seront servis, car de simples citoyens munis d'un gallon les dépassent alors que le stock disponible est mince. Sur le boulevard Toussaint-Louverture, un autre aspect suscite des interrogations. Les pompes à essence n'ont pas de gasoline certes, mais de l'autre côté de la rue, certains en vendent dans des gallons. En outre, de nombreuses stations de la zone ont baissé les rideaux en raison des groupes armés qui faisaient la pluie et le beau temps jusqu'à ce matin. Dans la commune de Pétionville, c'est le même son de cloche. Par contre, des chauffeurs de taxi-moto se déplacent de zone en zone avec un ou plusieurs galons jaunes. Du côté des automobilistes, le constat n'est pas différent. Mâcher tout paraît, un vieux proverbe créole qui résume la situation des consommateurs qui ne savent ni où ni quand ils pourront faire le plein.
Depuis la semaine écoulée, des rumeurs laissaient croire qu'une rareté de carburant est possible. Au cours du week-end, le constat est évident. Il y a une rareté de carburant, notamment la gasoline sur le marché. De longues files d'attente sont remarquées, les fameux galons jaunes sont de retour. Colère, frustration, bousculade, mécontentement, ce sont les mêmes scénarios. Certaines pompes à essence disposent seulement du diesel, d'autres en sont fermées totalement parce qu'elles n'ont aucun des produits. Il y en a qui ne fonctionnent pas à cause des situations de panique, en particulier sur la route de l'aéroport. Insécurité, coronavirus et maintenant rareté de carburant, les préoccupations des membres de la population sont nombreuses. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. En pleine période d'état d'urgence sanitaire, la vie suit son cours normal comme si de rien n'était dans les marchés publics, que ce soit à Pétionville, Delma ou à Frères. Les gestes barrières ne sont pas respectés et les petits commerçants remettent jusqu'à présent en doute la pandémie dans le pays. D'autres estiment que les autorités étatiques ont perdu la légitimité de se prononcer sur la question en se référant aux prévisions qui ont été faites l'année dernière. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ils ont toujours été la catégorie la plus rebelle au respect des gestes barrières. Il s'agit des petits commerçants installés dans les marchés publics, sur les trottoirs et les marchands ambulants. Cette catégorie sociale qui investit les routes de la capitale quasiment tous les jours pour gagner son pain quotidien, n'est-elle pas consciente des risques ou a-t-elle clairement fait son choix? Depuis l'introduction de la maladie, des commerçantes interrogées à ce sujet n'ont jamais cessé de mettre en doute les affirmations des autorités étatiques. Quelques jours après les annonces alarmantes des autorités, rien n'est arrivé, le doute persiste. À chacun sa version des faits, mais d'une manière presque générale, ils sont nombreux à rejeter les dires des scientifiques en ce qui concerne les variants actuellement présents sur le sol haïtien. Au marché de Pétionville, les comportements n'ont pas changé. À un certain moment, quelques commerçants portaient des masques dans la mesure où la mairie de la commune avait procédé à une distribution. Les mois ont passé et ce n'est plus le cas. Chacun se préoccupe de ses affaires et la vie suit son cours comme si de rien n'était. Pas de distanciation physique, de respect des mesures barrières, aucun poste de lavage des mains n'est visible sur les lieux, tout se déroule comme à l'accoutumée pour résumer la situation. Quelques clients portent leur masque, mais la proportion n'est pas signifiante. Sur la route de Frères, c'est le même constat. Interrogés, les petits commerçants avancent de multiples raisons pour justifier leur comportement. Certains affirment qu'ils ne peuvent pas acheter de masques et qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour en confectionner eux-mêmes. Ceux qui en possèdent ne les portent que quand ils se rendent au magasin où leur port est obligatoire. Nul ne semble se préoccuper de la propagation du virus dans un contexte où il continue de faire des victimes chaque jour. À Delma 32, là où se trouve également un centre de commerce informel, la situation est préoccupante. Des interrogés disent qu'ils sont allergiques au port du masque, d'autres indiquent qu'en ce début de saison chaude, ils ne peuvent se déplacer avec un masque sur le visage. De notre côté, sans fournir d'explications, il y a ceux qui se montrent seulement réticents. Des contrevenants vont plus loin dans leur réflexion en évoquant les victimes de la maladie. Dans leur raisonnement, les autorités étatiques tiennent toujours le mauvais rôle. Nul besoin d'ajouter quoi que ce soit en ce qui concerne la disposition des petits commerçants. Le constat saute aux yeux et suscite pas mal de questions. Pour certains, c'est inquiétant. Pour d'autres, par contre, c'est à se demander s'il y a une pandémie dans le pays, malgré l'état d'urgence sanitaire déclaré et qui est en passe d'être renouvelé. Au milieu de tout ça, aucune sensibilisation n'est remarquée. Dans le secteur du commerce informel, selon les constats qui font peine à voir, une question se pose. Ne serait-il pas important que le ministère de la Santé publique et de la Population envisage de lancer à nouveau une campagne de sensibilisation et une distribution de kits dans les marchés publics pouvant permettre aux petits commerçants de se protéger? Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.